nous a semblé intéressant avec Luc et David, donc CIC et Crédit Mutuel, qui sont adhérents partenaires de Réseau Entreprendre Val-de-Marne, d'en parler et que vous puissiez surtout poser vos questions. Donc n'hésitez pas à les bombarder tous les deux de questions, ils sont là pour ça. Pour l'instant, ils font à peu près ça toute la journée, principalement peut-être David qui est en centre d'affaires et qui réorganise tout ça avec ses clients toute la journée. Donc n'hésitez pas, ils font leur petite présentation et après posez toutes les questions que vous avez à poser. Il n'y a pas de questions bêtes. Voilà, donc David, à toi la parole et puis c'est parti, puis on accueillera les retardataires au fur et à mesure. Parfait, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Effectivement, avec Luc, on va vous présenter un an après, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un an à peu près, peut-être fin mars ou début avril, j'ai plus la date, Véronique, mais on avait présenté la mise en place du PGE. Et donc là, finalement, on va vous présenter le reste. Je crois que c'était début avril, j'aurais dit. Début avril, oui. Ouais, je pense. Ouais. Effectivement, donc comme l'a dit Véronique, Luc et moi, nous sommes adhérents de Réseau Entreprendre. Pour ma part, je suis David Benaroche, je suis le directeur du centre d'affaires Saint-Maur Entreprise en charge des PME sur le Val-de-Marne. Voilà, alors une PME, c'est quoi? Alors, nous, le créneau, c'est entre 1,5 million et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, tout secteur confondu. L'industrie, du bâtiment, prestation de services, du négoce, etc. Voilà. Et voilà, donc si Luc est là, je vais le laisser se présenter. Luc se présentera dès qu'il pourra. Dans ces cas-là. Donc Luc, juste en attendant, Luc est le responsable de secteur des agences grand public TIC sur le Val-de-Marne. Voilà, donc agence grand public et en charge notamment de tout ce qui est professionnel, les professions libérales, donc c'est-à-dire des commerçants, des artisans, des médecins, des dentistes, avocats. Ah, j'entends une voix. Merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Ouais, on t'entend là, c'est bon. C'est moyen au niveau du son, Luc. Ouais. Bon, Luc, je te propose, c'est que tu nous rejoins dès que ton problème technique est réglé. Je vais essayer de continuer, voilà. Donc voilà, donc du coup, on commence à dérouler, Véronique, gentiment, et Luc va nous rejoindre. Ouais, tout à fait. Vas-y. Donc pour information, le support, on l'a fait avec Luc, hein, donc c'est voilà. ça le direct, hein, qu'est-ce que tu veux. Et oui, c'est pas du direct. Je ne peux même pas imaginer être présentateur télé. Bon, alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un petit peu de stats. On va dire de stats, on va vous parler du PGE dans son ensemble, quelques chiffres. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Emmanuel Macron, le 16 mars, hein, il nous lançait le confinement et en même temps, il lançait un gros dispositif pour accompagner les entreprises à pallier cette crise et notamment en plus des reports de charges, etc. Le principal dispositif, c'était la mise en place du PGE, qui est le prêt garanti de l'État. Voilà, donc la France, l'État, a mobilisé une enveloppe de 300 milliards de prêts garantis. Hein. C'est pas l'État ou le Trésor public qui a prêté, et ni la BPI en direct, sauf dans le cas du PGE qui sont mis en place dans un second temps. Mais ce sont les banques, dont une partie aussi avec la BPI. Donc, sur l'enveloppe de 300 milliards, on va dire, qui a été allouée, les banques, aujourd'hui, alors c'est des stats du ministère des Finances, hein, donc elles datent de mi-février. Pour l'instant, il y a eu à peu près 132 milliards d'euros de PGE qui ont été décaissés grosso modo, à la mi-février 2021. 132 milliards on va dire, sur une allocation de 300 milliards. Ce qui est peut-être plutôt rassurant. Pour rappel, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le PGE, on devait le mettre en place à l'origine jusqu'au mois de mars 2020, ça a été jusqu'au 31 décembre 2020, et après ça a été repoussé jusqu'au 30 juin 2021. C'est toujours d'actualité, quoi. Hop. Et sur 132 milliards, il y a eu à peu près 650, j'arrondis, hein, 653 000 entreprises aidées. Voilà. Et là, vous avez grosso modo le top 10 des secteurs qui ont bénéficié
des PGE. Donc, on voit bien que le commerce a reçu 32 milliards de prêts, l'industrie 22 milliards. On parle en milliards, hein, on arrondit. Hein, voilà. Le commerce, c'est 24% et l'industrie manufacturière, voilà, et c'est à peu près 16%. Et après, alors, autre section, c'est les autres secteurs d'activité, tout mélangé, quoi. Et paradoxalement, le secteur de la restauration et l'hôtellerie, finalement, qui est un secteur qui malheureusement souffre beaucoup, on se rend compte que finalement, ils ont eu en que 9 milliards 6 d'euros de PGE. Hein. Pour rappel, finalement, pour les entreprises dites classiques, le PGE, c'était 3 mois de chiffre d'affaires 2019 ou 25% du chiffre d'affaires. Donc, les restaurants, certains restaurants, ont un chiffre d'affaires plus petit que par exemple, je sais pas, pour caricaturer un Darty ou une usine, etc. Voilà. Hop. Et là. Du coup, David, je peux reprendre si vous m'entendez bien. Super, Luc, on te voit en plus et on t'entend, c'est parfait. Ok, bon, j'ai changé de connexion, je pense que ça va marcher. Donc, du coup, ce que vous voyez, merci David d'avoir pris le relais. Hein. Donc, ce que vous voyez sur la partie droite, c'est la carte de France. Vous voyez clairement que la concentration des aides se fait bien sur l'Île-de-France, en grande partie avec presque 49 milliards d'euros d'aide sur PGE sur l'Île-de-France. Ça, c'est les chiffres au 31/12/2020. Juste pour préciser que finalement, ça fait à peu près 37% de la masse des PGE et finalement, ça correspond finalement au poids de l'Île-de-France qui est 40% du PIB national. Donc finalement, ça correspond finalement à l'activité économique à la part de l'Île-de-France sur le pays, tout simplement. Sur la diapositive suivante, vous voyez la répartition des aides PGE sur la France par typologie d'entreprise, c'est-à-dire par rapport à la taille. Et donc, vous voyez que presque 89% des aides sont concentrées sur les TPE. Alors, TPE, c'est les entreprises de moins de 10 salariés. L'aide moyenne sur les TPE est à peu près de 92 000 euros. Vous voyez que sur les PME, on monte à presque 1,3 million d'aides PGE par entreprise en moyenne. Si on regarde sur la partie les camemberts, vous retrouvez donc à partie gauche, la bleue, donc la forte concentration des aides sur les TPE. Et si on ventile par montant, le montant des aides, donc vous voyez effectivement que les grandes entreprises consacrent à peu près 40% des aides PGE. Sur la diapositive suivante, vous voyez la répartition des aides PGE par cotation d'entreprise, donc cotations les plus importantes, les meilleures, donc de 3 plus à 4, hein, jusqu'aux entreprises non cotées. Donc vous voyez que le PGE a été largement distribué sur toutes les entreprises et que même les entreprises non cotées Banque de France, bien sûr, ont eu des aides à hauteur de presque 82%. Christian, il y a eu une petite remarque dans la... Alors, on ne voit pas, nous, du coup, c'est bien, Véronique. Juste pour être précis, c'est l'accord des banques, donc peut-être un biais dans la typologie. N'hésite pas à intervenir, Christian. Oui, je vais rallumer mon micro. Oui, en fin de compte, c'est juste pour que vous puissiez préciser ça. En fin de compte, c'est les banques qui autorisent le dossier, qui après, obtient un numéro d'ordre ou un numéro d'agrément auprès de la BPI. Mais si la banque refuse, donc on ne le verra jamais. Et c'est ce qui se passe pour des sociétés comme les nôtres, pour juste prendre un exemple, là où c'est compliqué, c'est qu'on est sur des sociétés de biotechnologie, donc on n'a pas de chiffre d'affaires, parce que c'est juste des contrats, quand on en a, qui nous ramènent de l'argent ou des levées de fonds. Et donc les banques sont beaucoup plus frileuses pour octroyer un PGE, même si elles ne couvrent que 10% du risque, parce que les sociétés n'ont pas de chiffre d'affaires, donc ça ne rentre pas dans les modèles assez standards. Donc l'analyse que vous faites aujourd'hui, il faut bien la voir, si je ne me trompe, dans l'angle, voilà ce que les banques ont accepté. Je reviendrai juste sur l'hôtellerie. Peut-être qu'il y avait trop de risques et que les banques, en fin de compte, n'ont pas été très supportives, de peur que pour l'hôtellerie et la restauration, il y ait trop de faillites entre-temps et donc elles ne retrouvent pas leur billes. C'est juste une remarque. Hein, non, il n'y a pas de... Pour bien comprendre.
Luc, je peux? Oui, vas-y, puis après je compléterai. Ouais, juste là, on parle effectivement de prêts décaissés. Il y a eu très peu de dossiers qui n'ont pas été accordés aux clients. Je vais juste compléter par rapport à l'innovation. Les entreprises dites innovantes, le critère effectivement, c'est pas le chiffre d'affaires, mais pour les entreprises innovantes, c'est 2 mois de masse salariale, charge sociale, hors charge patronale comprise, d'accord? Donc les entreprises dites innovantes étaient parfaitement éligibles au PGE, non pas par le critère du chiffre d'affaires, mais par la part de la masse salariale. Il suffisait que votre expert comptable fasse une attestation auprès de la banque pour qu'elle puisse étudier et que le dossier soit éligible. Au même titre que pour les créations d'entreprises aussi, hein, parce que les créations d'entreprises, elles n'avaient pas aussi de chiffre d'affaires, etc. Sachant que la référence, pour rappel, c'était le bilan 2019. Et effectivement, voilà. Donc, et on en a fait effectivement pour les entreprises innovantes. Après, il faut juste qu'on vous rappelle, effectivement, c'est le PGE, en toute transparence, effectivement, c'est les banques qui prêtent et l'État nous demande de prêter et d'étudier chaque dossier, que l'entreprise ne soit pas en cessation des paiements, qu'elle n'ait pas des fonds propres négatifs, etc., etc. Et elle nous délègue sa garantie. Ça veut dire que s'il s'avère que lorsqu'on instruit le dossier, on l'accorde et 1 an ou 2 ans plus tard, l'entreprise va déposer le bilan en liquidation, on va présenter notre dossier au Trésor public et demander la garantie BPI. Et s'il s'avère que le dossier a été mal instruit en son temps, on n'aura pas la garantie à 90%. Voilà, donc effectivement, c'est un dossier d'étude, mais dans la majeure partie des cas, il y a eu très peu de dossiers qui ont été refusés. Il y en a eu malheureusement, je ne peux pas dire le contraire, il y en a eu, mais c'est assez faible, quoi. Je pense qu'on n'est pas loin, enfin, Luc, si tu peux compléter, je pense qu'on n'est pas loin de 9 sur 10, quoi. C'est 10, c'est encore énorme, hein, je l'entends, mais il y avait des relais aussi, hein. Il y avait aussi par la suite, l'État pouvait aussi prêter aussi pour les dossiers les plus difficiles, quoi. Luc, tu veux peut-être compléter? Oui, donc le taux, quelle que soit la banque, est entre 4 et 5% le taux de refus des PGE phase 1. Donc c'est relativement faible. Après, il faut rappeler qu'il y avait des contraintes réglementaires au niveau de l'Europe qui imposaient que l'aide du PGE ne soit pas accordée à des entreprises avec des fonds propres négatifs ou avec des difficultés financières avérées avant la crise sanitaire. Donc, ce qui restreignait effectivement nos domaines d'intervention lors de la phase 1 du PGE. Après, cette contrainte de fonds propres négatifs a été levée au niveau de la France, mais la situation financière difficile avant crise Covid, c'était des critères d'inéligibilité au PGE. D'accord, ok, merci. Ça a répondu à votre question? Oui, très bien. Oui, non, c'était juste, oui. C'était exactement ça. Par contre, pour les entreprises innovantes, vous saviez que vous étiez éligible quand même. Oui, non, tout à fait. On savait qu'on était éligible. Après, c'est vrai qu'en fonction, on est dans des modèles un peu particuliers, parce qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires récurrent, et qu'on est sur de la levée de fonds, donc avec effectivement souvent des fonds propres négatifs. Donc c'est un peu plus compliqué en termes de présentation et d'évaluation. Mais voilà. Les fonds propres les fonds propres négatifs, effectivement, comme l'a dit Luc, c'était un critère d'exclusion, etc. Après, des fois, on en a fait des entreprises innovantes via des injections de PGE. Il s'avérait que finalement, entre-temps, on avait le bilan 2019 avait des fonds propres négatifs et entre-temps, il y avait des levées de fonds. Donc, on avait le PV d'augmentation de capital qui permettait de recoller le dossier, quoi. Et effectivement, les entreprises qui avaient des fonds propres négatifs, on ne pouvait pas du tout, c'était exclusion. Et effectivement, comme le dit Luc, c'était la Commission européenne qui nous interdisait d'intervenir. Oui. Mais ça a toujours été une de mes grandes questions. On prête qu'aux riches. Mais si en résumé, hein, en simplification, c'est toujours un peu la problématique. Les sociétés innovantes cotées en bourse avec de l'argent, la plupart ont eu 3, 4, 5 millions de non dilutifs. Des gens qui effectivement avaient des projets beaucoup plus intéressants, mais des fonds propres négatifs. Alors là, par contre, il ne faut surtout pas leur prêter. On est toujours dans cette logique de financier où, avec des règles, et on ne s'est pas du tout adapté, pour en avoir discuté avec les gens de la Banque de France qui font les cotations, qui m'ont même eux dit ah, on est en train de réfléchir à tout ça et d'évoluer. On est toujours dans la même logique de raisonnement.
sur un modèle financier du passé. Et toutes les entreprises innovantes dans les nouvelles technologies, dans la santé, dans tout, qui ont effectivement à des moments ne travaillent que sur des levées de fonds ou que sur des trucs et qui ont des fonds propres à un moment donné, c'est pas pour ça qu'elles sont pas bonnes. C'est leur projet qui est important d'évaluer, c'est pas leurs fonds propres. Et donc on est toujours au niveau des banques et des financiers dans le même modèle. Le logiciel n'a pas été changé. Donc je vais pas monopoliser, mais je pense que c'est des moments importants pour tout le monde de se reposer des vraies questions dans ces moments de crise. Merci, désolé d'avoir pris la parole. Juste pour information, l'analyse effectivement sur l'entreprise innovantes, c'est le cash burn. Hein. Donc finalement, les levées de fonds et on consomme de la trésor et combien de temps on tient. Pour notre part aussi ici, on a des cellules innovation, donc on en a fait. Après, effectivement, comme c'est des deniers publics, parce que finalement, même si c'est les banques qui ont prêté l'argent via la garantie de l'État, derrière, in fine, c'est quand même les impôts des contribuables. Donc, savoir, voilà, donc le curseur est difficile à mettre, voilà. Et c'est un vrai sujet, vous avez raison. Non, mais voilà, c'est juste en termes de sujet. Et effectivement, oui, il est normal que les banques se préoccupent du remboursement. Mais pour se rembourser, il faut avoir des beaux projets, pas juste de la trésor ou du cash à un moment. C'est ça pour répondre à Cyril Vernier. Et c'est juste ça. Merci. Je préciserai sur le slide haute cotation de la Banque de France. Alors ça paraît énorme, ça ressort à 82%, j'arrondis, mais finalement c'est les entreprises qui ont une cote Banque de France X0. Alors ça ne veut pas dire que c'est mauvais, c'est juste c'est que la Banque de France n'a pas de données, n'a pas de bilan qui lui permet de noter. Et ce qui est marrant, c'est 82% des PGE en bénéficiaires sont en gros X0 et ça représente 34% en termes d'encours. Donc finalement, là-dedans, il y a beaucoup effectivement de commerçants ou de professions libérales qui n'ont pas de code Banque de France, quoi. Sur la diapositive suivante, je ne vais pas vous la détailler précisément parce que vous retrouvez toutes les interventions des PGE par secteur d'activité. Je vous laisserai le regarder parce que je pense que vous aurez le support. Mais par contre, sur la diapositive d'après, donc on reprend la répartition sous forme de camembert, ce qui est un peu plus visible. Et vous retrouvez donc la concentration des aides en nombre et en montant par secteur d'activité. Donc, si vous voyez sur le camembert à gauche, le parti commerce a concentré 22% des aides, PGE, la restauration 15%, la construction immobilier 15% aussi. Donc, c'est assez réparti par secteur d'activité. Globalement, l'ensemble du tissu industriel et commerçant de la France a été couvert par les aides PGE. Et sur la partie de droite, vous retrouvez par montant, donc effectivement, un peu plus prépondérante, mais forcément puisque les tailles des structures et les besoins étaient beaucoup plus importants. Voilà les chiffres qu'on voulait vous présenter avec David sur le PGE au niveau national. Donc là, du coup, on va parler finalement un peu de du coup, maintenant, il y a un an, finalement, les premiers PGE, ils ont été décaissés fin mars, début avril. Hein. On a eu ça, l'ensemble des banques ont dû s'adapter en quelques jours. Je me souviens très bien parce que notre président nous avait parlé à la mi-mars qu'il y avait une solution, mais on l'attendait tous et tous nos clients venaient nous voir en disant, c'en est où? Et puis après, finalement, on a fait de manière industrielle et dans la mesure du possible, on s'est mobilisé pour mettre en place des PGE, étudier, et gérer la partie administrative et décaisser les fonds. Donc maintenant, un an plus tard, vous vous souvenez, finalement, le PGE, on partait sur 12 mois de franchise en intérêt et en capital. Et maintenant, finalement, la date d'anniversaire approche parce que les premiers PGE, on va dire, ils ont dû être décaissés fin mars, début avril, et maintenant, l'ensemble des banques doivent écrire à l'ensemble des clients qui ont bénéficié des PGE pour leur dire, bon, voilà, il y a un an, vous avez bénéficié d'un PGE, qu'est-ce qu'on fait? Là, on va vous écrire, et parce qu'on doit industrialiser le rééchelonnement. Alors, le rééchelonnement, c'est quoi? C'est finalement ni plus ni moins que comment on sort du PGE par plusieurs phases, quoi. Hop. Donc, on va vous présenter. Alors, dans notre jargon, on appelle ça le PGE phase 2. Hein, alors, ça veut pas dire. Alors, tout en sachant que les entreprises ont le droit encore de tirer sur le PGE dans le cadre de l'enveloppe du chiffre d'affaires 2019 jusqu'au 30 juin 2021.
Donc effectivement, donc l'ensemble des banques contactent entre 2 mois et 4 mois à la date d'anniversaire pour contacter leurs clients, pour leur demander savoir qu'est-ce qu'ils font. Donc on contacte par courrier et par téléphone, on rencontre nos clients, on leur dit voilà, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Sachant que pour information, si on n'a pas de retour du PGE de la part du client, le PGE sera automatiquement débité sur le compte courant. Donc c'est un vrai sujet, quoi, parce qu'effectivement, si on n'a pas de retour, on va débiter le compte courant du client pour le prêt initial. Bon, à certains clients, ça ne leur posera pas de problème parce que, et heureusement pour elles, elles ont la trésorerie. Il y en a d'autres, effectivement, quand vous vous retrouvez avec moins 500 000 euros d'échéance sur le compte d'un coup, ça peut faire très mal, quoi. Donc finalement, on est tous mobilisés pour faire ça auprès de ce travail et ça occupe beaucoup de temps. Alors, un petit schéma. Souvenez-vous, le dispositif du PGE, donc c'est un prêt in fine sur 12 mois et qui dit finalement dans le contrat, 2 mois avant, on doit revenir vers vous pour savoir qu'est-ce qu'on fait du PGE. Hop. Et donc, pour rappel, la philosophie du PGE, c'était contractuellement, et dans le cas de la Commission européenne de la BCE, c'était 72 mois maximum. Donc, c'était 12 mois de prêt in fine, plus 60 mois d'amortissement. Alors, entre-temps, le gouvernement a demandé aux banques de rajouter une année supplémentaire en termes de franchise en capital. Et la plupart du banques ont dit OK, on y va, notamment le CIC. Par contre, le PGE n'a pas pris une année supplémentaire. Ça veut dire qu'on n'est pas parti de 72 à 84 mois. Donc finalement, le PGE, c'est toujours, si vous avez pris déjà les 12 mois de franchise, vous devez le rembourser sur 5 ans, dont une année de franchise. C'est pas une année de franchise plus 5 ans, c'est en gros, c'est 12 mois éventuellement de franchise supplémentaire, plus 48 mois d'amortissement. Ça, c'est très, très important parce que certains clients pensent que finalement, le PGE, ça part sur 84 mois. Et là, ce qui se passe finalement, le PGE phase 2, le rééchelonnement, c'est ni plus ni moins qu'un avenant au contrat principal qui a été signé l'année dernière. C'est pas un nouveau prêt, c'est un avenant. Voilà. Donc on fait d'un point de vue pratique, c'est bien plus allégé. Donc, hop, on continue. Alors, tac. Donc ça, c'est le rééchelonnement de partie du PGE phase 1. Donc, sachant que certains clients, alors, on contacte nos clients, on leur dit, par exemple, on vous a eu un PGE de 100 000 euros, vous avez plusieurs possibilités. Soit, finalement, à la date d'anniversaire, vous nous remboursez par anticipation l'ensemble du PGE, et ça se fait de manière, vous ne nous écrivez pas, ça se fait de manière automatique, et donc on va limiter les 100 000 euros pour prendre cet exemple. Ou soit, finalement, le client a la possibilité de dire, bah, finalement, sur les 100 000 euros, je vais amortir 50 000 euros et le reste, je vais le rééchelonner. Donc, finalement, on va faire un avenant. On va dire sur le PGE phase 2, on va partir sur un prêt de 50 000 euros. Les autres 50 000 euros vont être débités automatiquement sur le compte courant à la date d'anniversaire. Et après, finalement, avec le client, on va réfléchir à une solution. On leur fait des simulations pour savoir, vous avez les possibilités d'amortir sur 12, 24, 36, 48 mois, 60 mois, dont 12 mois de franchise ou pas. Voilà. Et tout en restant dans les 12 mois maximum, quoi. Vous avez toujours la possibilité de la franchise en capital. Par contre, à la grande différence par rapport à l'année dernière, vous avez toujours la franchise en capital, mais les intérêts de la banque sont facturés tous les mois et la BPI aussi, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. La garantie BPI, par exemple, le CIC, le coût de la garantie BPI, les 0,25 pour les PME, finalement, je ne sais pas si vous en souvenez, mais vous ne l'avez pas payé. En tout cas, les clients du CIC, du Crédit Mutuel, ne l'ont pas payé parce que c'est nous qui avons avancé la cotisation auprès du Trésor public et finalement, on va les débiter là, à la date d'anniversaire. Mais là, si vous prenez la franchise en capital, on parle bien de capital, les intérêts seront dus de la banque plus les intérêts de la garantie BPI. La garantie de la BPI, c'est 0,50 la première année, 0,50 la deuxième année et 1% année 3, 4, 5.
Voilà. Et ça se fait de manière progressive, quoi. Et après, hop, et vous avez la possibilité de l'amortir mensuellement ou trimestriellement, mais la plupart du temps, c'est mensuel, quoi. Et vous avez la possibilité. Alors, les taux, il y a un accord de place. Donc, Bruno Le Maire nous a demandé effectivement à l'ensemble des banques de faire des taux. Chaque banque a sa propre politique en termes de taux, tout en restant dans quelque chose de variable. Donc, il n'est pas impossible pour les entreprises qui ont souscrit des PGE auprès de plusieurs banques, tout en restant dans l'enveloppe autorisée, vous pouvez avoir des taux différents. Par exemple, voilà, au CIC, c'est sur 5 ans, c'est 0,70. Sur une autre banque, ça peut être peut-être un peu moins cher ou un peu plus cher, etc. Donc ça, il y a les taux bancaires sont différents entre chaque banque, mais dans une variable vraiment très raisonnable. Voilà. Par contre, le coût de la BPI, lui, ne change pas. Ça, c'est 0,50 l'année 1, l'année 2 et 1% l'année 4, 5, 3, 4, 5, pardon. Voilà. Petite précision, certaines banques peuvent pratiquer vous pouvez très bien partir sur un PGE et le rembourser au bout de 2 ans ou 3 ans. Au niveau concernant notre groupe, si vous remboursez par anticipation le PGE, il n'y aura pas d'indemnité de remboursement par anticipation chez nous. Et par contre, le coût de la garantie BPI, elle sera due. C'est-à-dire qu'à partir de la 3e année, vous remboursez. Les 2 années qui n'ont pas été prévues initialement, vous devrez les payer lors du remboursement à la BPI. Hein. Ça ne va pas à la banque, enfin à la banque qui vous a prêté, mais ça va à la BPI qui va le reverser au Trésor public. Ça, il faut que vous en tenez compte de ce coût qui sera à votre charge lors du choix de votre mode de remboursement. Parce que si vous êtes large au niveau de trésorerie et vous dites, bah, finalement, si je n'ai pas besoin, je rembourserai par anticipation l'année 2 ou 3, etc. OK, pas de souci, mais par contre, sachez-le, ça se payera au niveau pour le coût de la garantie BPI. Hein. Ça, c'est très important. David, oui, justement, il y a des questions sur le chat. Du coup, on se posait la question sur le taux moyen. Est-ce qu'il y a un taux d'intérêt moyen ou une fourchette de taux d'intérêt? Alors oui, alors ce qui s'avère, c'est important de comprendre que le PGE, le législateur et la FBF, hein, donc la Fédération des banques, le PGE c'est pas un produit, ça n'a pas été mis en place pour être un produit commercial, j'entends. Hein, ça veut dire que on ne devait pas se faire concurrence à travers le PGE. Juste pour information, pour rappel, les banques ont prêté à 0% sur les 12 premiers mois. Hein, voilà. Donc, moi, je ne connais pas les taux des autres banques, mais on voit finalement, ça peut osciller en fonction de la durée, mais on va prendre l'exemple de 5 ans, ça peut osciller peut-être entre 0, peut-être 0,65 à 1% maximum. C'est ce qui se voit, en tout cas. Voilà. Ok. Jean-Patrice aussi. Alors, ce que je vous propose, c'est quand vous avez une question, plutôt que vous pouvez lever la main, via l'option sur Teams. Comme ça, on sait que vous avez une question et vous pouvez la poser directement. Donc, Jean-Patrice, du coup, posez comment on peut être sûr que la notification de la banque soit bien reçue. Parce que David, tu as parlé que vous contactiez vos clients par courrier, par téléphone. Donc, c'est une question de Jean-Patrice. Jean-Patrice, il entend, c'est-à-dire son choix, il souhaite son choix, c'est ça? Je veux juste être sûr que j'ai bien reçu la notification ou que... alors, normalement, j'ai les dates de mes contrats, mais j'ai toujours des surprises entre le contrat. Est-ce que c'est la date du signature? Est-ce que c'est la date du décaissement? Et voilà, quelle est l'obligation de la banque sur cette notification? Et comment, voilà, quelle est la charge de preuve qui est derrière le fait qu'il m'ait notifié en temps et en heure ou pas? Parce que souvent, on envoie comme ça, et pour peu qu'elle se perde, quoi. Est-ce que c'est une lettre recommandée? Alors, est-ce que c'est juste une notification simple ou est-ce que c'est autre chose, en fait? À quoi qu'est-ce que je dois m'attendre de recevoir, en quelque sorte? Voilà, j'ai envie de vous dire, pour être transparent avec vous, si vous me le permettez, si vous avez décaissé votre PGE au mois de mars et avril et vous n'avez pas reçu de nouvelles de votre banque,
là, je commence pas à m'inquiéter. Sachant que les banques se sont engagées auprès du ministère des Finances de contacter. Alors, faut juste comprendre, c'est un travail de masse, c'est énorme, mais on le fait quand même. On a écrit à l'ensemble de nos. On va écrire parce qu'il y a eu des PGE qui ont été déposés jusqu'au mois de décembre. On en fait encore aujourd'hui, donc on verra ça sera l'année prochaine. On a écrit à l'ensemble, et on va écrire à l'ensemble de nos clients qui ont eu un PGE. Ça, c'est un travail c'est massif. C'est massif. Et après, chaque chargé d'affaires ou chaque responsable de clientèle a pour devoir, et chaque directeur il veille aussi, à contacter ses clients par téléphone pour leur dire vous avez reçu un courrier. Maintenant, effectivement, parce qu'on peut dire on contacte entre 2 à 4 mois, mais 2 et 4 mois, ça peut paraître beaucoup. C'est pas tant que ça. Hein. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui réfléchissent, qui hésitent, etc. Et alors, ce que je vous invite, c'est si vous n'avez pas reçu de courrier, vous pouvez le faire très bien par mail pour votre choix ou par téléphone. Mais là, du coup, logiquement, si votre PGE a été décaissé sur mars et avril, logiquement, vous avez dû recevoir des nouvelles de votre banque. Oui. Dans mon cas, c'est plus tard, mais oui. la question que je me pose, c'est comme il y a un risque de non-réponse de notre part et que la non-réponse vaut non de augmentation du délai, automatiquement avec un décaissement. Donc, il est important pour moi, maintenant, je viens de découvrir, et merci de la présentation de ce matin, je viens de découvrir que j'ai un risque potentiel que si je ne reçois pas la lettre et que je n'ai pas fait attention à ça, et si je n'étais pas au courant, c'est-à-dire que je n'ai pas eu la chance d'être à la réunion de ce matin, je pouvais me retrouver avec un décaissement total de un recaissement, je ne sais pas, un amortissement complet de mon prêt PGE à échéance sans que je me sois rendu compte que j'avais besoin d'une notification. Et après, sur la méthode de notification de la banque, typiquement, là, donc moi je suis à la Société Générale, j'ai vu qu'ils avaient envoyé une newsletter en disant qu'il fallait conseiller pour avoir un rééchelonnement. Est-ce qu'ils peuvent se dédouaner de ce travail de notification à cause de cette mailing list qu'ils ont envoyée à tous leurs clients de manière non ciblée? Alors, je ne peux pas dire qu'ils ne vont pas le faire vu que je ne suis pas encore dans les 3 mois, mais c'est juste, voilà, c'était juste une question par rapport à ça. Vous avez raison. Juste pour intervenir, personnellement, je suis dans les 3 mois, puisque normalement c'est fin mars, et je n'ai rien reçu de ma banque, ni par courrier, ni par téléphone, etc. Bon, alors, je vous confirme que si vous ne prenez pas de décision, si vous ne faites pas de part à votre banque de votre choix, je vous confirme malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, que le PGE qui vous a été octroyé vous sera débité à la date de décaissement. Donc, effectivement, en intégralité, effectivement, parce que regardez votre. Ça ne suit pas un tableau d'amortissement, c'est d'un coup. Alors, je vais juste faire un retour. Souvenez-vous, lorsque vous avez mis en place le PGE, je reviens, c'était un contrat sur 12 mois. Oui, ça m'avait surpris d'ailleurs. C'était un contrat sur 12 mois avec remboursement in fine. Au bout des 12 mois. In fine. Donc, et là, du coup, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on rééchelonne, pour certains. Il y en a d'autres qui, finalement, ils vont solder. On rééchelonne. Et donc, je reviens, cette précision, c'est un avenant au contrat principal d'il y a un an. Donc, par défaut, si il n'y a rien qui est signé, il n'y a pas d'avenant. Et donc, finalement, le contrat principal, le PGE initial, il va être débité sur votre compte courant. D'accord, très bien, ça j'ai compris. Est-ce qu'il va falloir encore se battre pour avoir les obtentions ou est-ce que l'avenant est automatique? C'est peut-être le sud de la Réunion, le sud de la presse. Franchement, il y a, je veux dire, les banques, il n'y a aucun intérêt, entre guillemets, je vais prendre cet exemple, de vous casser le bras, si je peux me permettre, de vous dire, on va vous débiter votre compte courant, etc. Parce que, en fonction, on sait très bien qu'on va mettre en difficulté l'entreprise et c'est pas du tout. Et en plus, on va perdre la garantie BPI parce que, je ne sais pas, si vous avez 100 000 euros et vous avez 10 000 euros sur le compte et on vous débite 100 000 euros, vous trouvez à moins 90 000 euros, le PGE, il n'existe plus. Hein. Donc là, du coup, on a un vrai souci. On a un compte courant qui a moins 90 000 euros, etc. On n'a aucun intérêt. Les banques sont vraiment pas dans l'état d'esprit, entre guillemets, d'être dans un rapport de force. Depuis le début, les banques interviennent dans le secteur économique pour
pour faire face au Covid et injecter des fonds pour que finalement pallier le trou d'activité à cause des confinements successifs. Donc il y a, sachez, enfin, que vous en soyez rassurés, il y a beaucoup de bienveillance dans nos travaux et dans nos efforts pour que ça se passe le mieux possible, hein. Voilà. Après, au niveau de, je crois que j'ai cru entendre cette question, c'est vous qui déterminez le choix d'amortissement de votre PGE au niveau de la somme que vous souhaitez amortir et au niveau de la durée. Je vais prendre l'exemple de chez nous, on a communiqué, on a dit, si les clients souhaitent avoir une franchise supplémentaire de 12 mois, elle sera accordée. Voilà, alors il faut que ça respecte les critères de la Commission européenne, etc. Mais dans la majeure partie des cas, ça sera respecté. Donc voilà, sachez-le que on n'est pas dans une négociation. Ce qu'on fait nous avec nos clients, on les contacte par téléphone, en disant voilà, on leur fait même des simulations, en disant voilà, parce qu'il y a des clients qui réfléchissent, on leur fait des simulations sur la durée, sur la somme, sur la franchise ou pas en capital. L'idée, c'est vraiment, on a tout le cas de figure, hein. On a des clients qui c'est du 60 mois avec franchise, sans franchise, du 24 mois, etc. Donc, on est là vraiment de manière constructive, quoi. Le PGE, c'est une mobilisation exceptionnelle des banques, hein. C'est un dispositif, on n'est pas sur un prêt classique au sens du terme, quoi. On est vraiment sur un dispositif bien spécifique, quoi. Et on veut le faire au mieux, quoi. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions sur ou est-ce que ça répond à vos interrogations? Mais je vous invite vraiment à contacter vos banques, quoi, hein. Non, mais voilà, c'est ce que ça veut dire. C'est qu'il faut qu'on soit proactif sur la banque et pas attendre d'avoir cet email ou cette notification. Logiquement, piéger. Le but n'est pas piéger, entre guillemets, hein. Le but n'est pas de vous piéger. Les PGE qui ont des décaissiers entre le gros des PGE, c'est avril, mai, juin. Ça fait, ouais. Je pense qu'il faut vraiment là, il faut vraiment. Alors si votre banque vous a pas contacté, il faut aller. Je vous invite à les contacter pour dire. Alors peut-être ils ont fait des meetings différents en fonction de la date d'anniversaire, ce qui est sûrement possible. Mais en tout cas, avril, mai, voire juin, il faut s'en occuper, sachant que juillet, août, c'est l'été. Et août, c'est une période creuse au niveau. Alors, la banque n'est pas fermée, hein, mais il y a moins de monde dans les agences, hein. Et le tout aussi dans un contexte pour des raisons sanitaires, on est à 50%, il y a moitié télétravail et moitié en agence physique, mais ça se passe très bien, hein. Donc, mais voilà, donc il faut que vraiment, je vous invite à vous en occuper. Sachant que même vous, on a des clients, on les a contactés. Il y a des clients qui prennent du temps pour réfléchir. Alors une entreprise qui a pris un seul PGE réfléchit, et puis finalement, on a des clients qui ont pris plusieurs PGE, on appelle ça une sorte de pool. Et ils ont pris, et donc il faut qu'elles démultiplient finalement les démarches auprès des, je sais pas, 2 ou 3 banques, voire plus, où il y a eu des PGE. Donc ça prend du temps, quoi. Parce que vous, je vous ai mis en tant que dirigeant, vous faites des plans de trésor, enfin si vous pouvez, et vous dire, voilà, 2 ans, 3 ans, etc. Et voilà, donc il y a vraiment, ça décide vraiment de la réflexion, quoi. 4 mois, 2 à 4 mois, ça me paraît pas beaucoup, hein, à la finale. Okay. Au niveau du TIC pour l'organisation, pour encore de manière plus précise pour l'organisation, c'est-à-dire qu'on a envoyé 3 à 4 mois avant l'échéance, donc on gère ça par échéance bien sûr, un courrier d'information à nos clients. Ensuite, le chargé d'affaires prend contact avec chaque client pour échanger, pour faire un premier rendez-vous, soit physique ou téléphonique, en tout cas, pour lui présenter les modalités de sortie de la première année phase 1 du PGE. Il fait au client une ou plusieurs simulations en fonction des échanges qu'ils ont pu avoir lors de l'entretien téléphonique. Après, ces simulations sont envoyées par email ou par courrier éventuellement, mais plutôt par email, pour que le dirigeant ait le temps de réfléchir par rapport aux différentes options. Après, il y a un autre entretien téléphonique sur lequel le dirigeant précise l'option qu'il a choisie. Il marque son accord sur la simulation qui a été retenue.
Et après, il y a une mise en gestion qui est faite au niveau, au niveau de l'agence, au niveau du centre d'affaires pour la sortie, l'avenant de la phase 1 du PGE. Tout à fait. Et généralement, on souhaite, dans la mesure du possible, on souhaite avoir au moins 15 jours avant la date d'anniversaire du PGE, quoi. Il y a des questions sur le chat, si je vais les lire. Donc, Frédéric qui pose la question: quel est le délai de réponse au courrier reçu par les entreprises? Et plus bas, il pose une autre question: quel document en appui de la demande pour justifier légitimement du rallongement? Est-ce qu'il y a un délai de réponse? Enfin, je crois comprendre que quand la banque le contacte, est-ce qu'il a un délai de réponse? Et ensuite, qu'est-ce qu'il doit fournir comme document pour justifier l'allongement ou le rallongement de la durée de Il n'y a aucun document qui justifie son souhait d'amortir ou pas sur 12 ou 60 mois. C'est lui qui décide, quoi. Voilà. C'est lui qui a le choix. Enfin, c'est lui qui décide, quoi. On va le faire, on va le conseiller. Il y a des situations qui sont totalement, au niveau des PGE, il y a des situations qui sont totalement différentes. On a des entreprises qui, tant mieux pour elles, qui avaient des excédents de trésorerie, qui ont néanmoins demandé un PGE parce que dans l'incertitude, ils l'ont demandé. Donc finalement, le PGE, ils vont le solder parce que, juste pour rappel, le PGE, il y a quand même quelques, pas des contraintes, mais des engagements de la part du dirigeant via son entreprise en disant qu'elle doit respecter. Il y a quand même une contrainte légale. Donc, finalement, les entreprises qui ont plein de trésorerie et finalement ne veulent pas payer des intérêts auprès de la banque et auprès de la BPI, ils vont avoir l'encadrement contractuel, ils vont le solder. Après, on avait des entreprises qui avaient l'idée, pour eux, ils avaient une trésorerie avant la crise du Covid et donc ils voulaient en sortir avec le même niveau de trésorerie. Donc finalement, ils ont fait un PGE qui correspondait finalement à l'absence, au trou de trésorerie par les 2 ou 3 mois de confinement. Et puis il y avait des entreprises qui étaient en difficulté. Et donc elles vont avoir tendance finalement à augmenter la durée. Il y a certaines activités, je ne sais pas, la restauration, le tourisme et l'événementiel, il n'y a quasiment pas de chiffre d'affaires. Il n'y en a pas du tout même. Donc, ça veut dire, j'imagine mal que ces entreprises vont souhaiter le rembourser à la date d'anniversaire du PGE. Ils vont avoir tendance à prendre la franchise d'un an en capital pour se laisser du temps et de l'oxygène. Et après, ils vont le réchelonner peut-être sur 60 mois, etc. Donc, il faut que vraiment vous tenez compte de votre situation, votre secteur d'activité, votre situation à vous. Et bien sûr de votre trésorerie, quoi. Après, vous pouvez très bien aussi le PGE, du coup, ça devient une dette, hein, c'est une dette bancaire. Ceux qui ont la chance d'avoir un poste client, etc., qui travaillent avec des entreprises du B2C, ils peuvent très bien finalement mobiliser leur poste client pour solder plus ou moins un bout du PGE via un contrat d'affacturage, etc. Donc, voilà. Donc du coup, c'est vous qui avez la main et vos conseillers bancaires sont là pour vous accompagner et vous conseiller dans le choix d'amortissement. Mais voilà, mais c'est vous qui décidez in fine, quoi. Est-ce que ça a répondu à la question? Okay. Je pense que oui. Alors, c'est juste, il y a quand même pas mal de questions sur le chat. Donc, si vous pouvez poser directement vos questions, ça serait plus simple directement plutôt que de devoir lire parce que David et Luc ne voient pas le chat. Du coup, il faut poser directement vos questions. Là, je vais continuer pour cette fois. Donc, il y a Cyril Vernier qui donne une indication. Depuis le moment conseiller BNP m'a indiqué que le taux à 5 ans était passé à 0,7. Donc, pour avoir une indication sur le taux d'intérêt. Perrine qui récapitule, si je peux dire ça comme ça. Si je comprends bien, la banque... Si je comprends bien, la banque nous accorde un prêt sur 12 mois dit
année de franchise. Au bout de 10 mois, la banque reprend contact avec nous concernant l'échelonnement des remboursements, soit en une fois, ce qui est fait automatiquement si le client ne revient pas vers la banque, ou sur 1 à 5 ans en fonction de l'échelonnement décidé avec la banque. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que Perrine a bien résumé Oui, je pense que c'est assez résumé. Ouais, c'est bon. Et elle continue par que je solde mon prêt ou que je l'échelonne, cela a-t-il des conséquences sur le taux d'intérêt? Effectivement, plus vous allez tirer long en termes de durée, plus le coût du taux bancaire, du taux de la banque pour le PGE va être différent. Ça oscille entre 0,25 et 0,70 chez nous. Et puis il y a le coût de la garantie BPI qui est pas anodine, hein, c'est quand même anodin, pardon. C'est 0,50 année 1 et 2 et 1% année 3, 4, 5. Donc voilà. Donc il faut que vous en tenez compte. du capital restant dû ou de la totalité? Alors effectivement, le taux bancaire, une durée, un taux. Le coût de la contre-garantie BPI, c'est un taux on change de palier en fonction de l'amortissement. Donc vous partez, par exemple, si vous choisissez du 5 ans, c'est 0,70 taux banque CIC. Et par contre, si vous choisissez, le coût de la garantie BPI ne sera pas de 1%. Ça sera 0,50, 0,50, 1, 1, 1 sur le capital restant dû. C'est un taux progressif. Voilà. Par contre, vous soldez le PGE par anticipation au bout de 2 ans, la BPI va vous dire pas de souci, mais par contre, vous devez nous payer les indemnités de remboursement par anticipation par rapport à la durée initiale que vous avez choisie en amont avec votre banque. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment. Alors, ça peut être, et puis c'est payable flat lors du remboursement par anticipation, donc ça peut être plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros, etc. Donc à vous, vous devez en tenir compte. Si vous êtes large au niveau trésorerie, est-ce qu'il y a un intérêt de payer des intérêts ou à la banque ou à la BPI? À vous de voir. Donc tout en vous donnant des marges de manœuvre en termes de trésorerie, parce que c'est vrai que on est encore un peu dans l'incertitude, quoi. Alors, Frédéric demande quel document on appuie. Ça a été répondu, ouais. Et puis, un petit commentaire sur les entreprises zombies qui n'ont pas justifié. J'ai pas compris, Véronique. Les entreprises zombies n'ont pas à se justifier, indique Frédéric. Donc, c'est la continuité de la question sur les documents à fournir pour avoir l'allongement. Est-ce que c'était vraiment légitime? Donc, il s'interroge du coup sur les entreprises zombies. Je ne sais pas exactement ce qu'il entend par entreprise zombie. N'ont pas à se justifier pour obtenir tous ces délais, ces allongements, etc. Si je dis pas de bêtises, le terme zombie, ça a été le terme pour les entreprises qui étaient en difficulté avant la. Alors, c'est pas un terme bancaire, mais en tout cas, certains. C'était des entreprises qui sont rentrées malheureusement pour elles, sont rentrées dans le cadre du Covid, dans la crise, et elles étaient déjà en difficulté. Et finalement. Oui, qui sont un peu sous perfusion, quoi, en gros. Finalement, par le report des charges des prêts existants, par l'injection de PGE et tout le dispositif mis en place par le gouvernement, finalement, elles tiennent plus longtemps qu'initialement. Juste pour une parenthèse, en 2020, paradoxalement, il n'y a jamais eu d'entreprise qui le taux de défaillance d'entreprise n'a jamais été aussi bas en 2020. C'est quand même paradoxal par rapport à la crise économique suite à la crise sanitaire. Parce que finalement, les dispositifs massifs du gouvernement que je vous ai brièvement présentés ont permis finalement de tenir. Donc voilà. Mais si l'entreprise zombie a eu un PGE en 2020, elle peut très bien, j'aime pas ce terme-là, mais ce terme zombie, mais elles peuvent très bien effectivement, c'est elles qui choisissent, comme toute entreprise normale, hein, c'est une entreprise, et elles peuvent très bien choisir la durée de rééchelonnement de son PGE, quoi. Donc, les commentaires de Jean-Patrice, les startups ne sont pas des entreprises zombies, mais des zombies ou des licornes en devenir. Voilà. Je pense pas que les startups, les startups
c'est pas une entreprise zombie, ça. Enfin, Startup, c'est une entreprise qui a un taux de croissance très élevé sur un business model qui est en devenir. Donc, il y a des entreprises, des startups qui ont zéro de chiffre d'affaires, mais elles sont pas zombies. Effectivement, elles tiennent par des levées de fonds, etc. Et donc, elles consomment de la trésorerie qui font face à des frais fixes parce que pour l'instant, le modèle économique n'est pas encore factuel pour qu'il puisse encaisser du chiffre d'affaires ou pas assez de chiffre d'affaires pour payer les frais fixes, quoi. Très bien, merci David. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou si vous, de votre côté, David et Luc, vous avez autre chose à dérouler, peut-être s'il y a d'autres slides. Juste une petite remarque. Donc, effectivement, c'est bien compliqué effectivement pour le dirigeant d'entreprise de choisir est-ce que je rembourse partiellement, est-ce que j'amortis, sur quelle durée. C'est bien un arbitrage entre la trésorerie de l'entreprise que l'on a actuellement, sa projection au niveau de l'évolution de cette trésorerie. Mais il ne faut pas oublier que si on choisit de le mettre sous forme d'amortissement, ça va entamer toute ou partie de la capacité d'endettement futur et pour les investissements futurs, puisque ça va engendrer, il y aura un besoin de rentabilité pour assumer cette charge de remboursement de crédit. Donc, il faut tenir compte de ça. Ouais, c'est Luc, tu as parfaitement raison, effectivement. Peut-être, effectivement, vous pouvez peut-être le rembourser partiellement par une mobilisation du poste client, du coup, qui va diminuer l'endettement financier de votre entreprise, qui vous permettra effectivement, lorsque vous avez des projets de croissance externe ou d'investissement, etc., de lever de la dette et de respecter les ratios d'endettement versus rentabilité d'exploitation et une notion de fonds propres. Plus de questions. A priori, Luc et David m'ont répondu à toutes vos questions. C'est parfait. Là, tout le monde est en train de se dire waouh, faut qu'on s'y plonge un peu, faut qu'on échelonne. Oui, là, il faut y aller. Faut y aller. Déjà, moi, il faut vraiment y aller là. Du coup, je peux sonner si vous avez eu une nouvelle de votre banque, c'est à vous je vous invite vraiment à y aller fort, quoi. Tout le monde a écrit, pendant que tu parlais, tout le monde a écrit à sa banque. Bon, c'est fait. Après, quelle que soit la banque, le rôle du conseiller, c'est bien d'accompagner son client et de lui proposer les différentes options possibles et l'aider dans sa réflexion aussi, choisir la meilleure solution. Et il s'avère que des fois, finalement, on a des clients qui veulent échelonner sur 60 mois et avec la franchise en capital. Et finalement, en discutant avec eux, ils se rendent compte que financièrement, parce que finalement, 12 mois, alors pour les entreprises qui ont de l'activité, j'entends, mais avoir 12 mois de franchise et 48 mois d'amortissement versus 60 mois d'amortissement classique, c'est pas anodin parce que pendant 12 mois, vous payez des intérêts sur du capital que vous amortissez pas, intérêts auprès de la banque, intérêts auprès de la contre-garantie BPI. Mais après, au bout du 13e mois, c'est pas le prêt, le PGE, vous l'amortissez sur 48 mois. Donc les échéances sont beaucoup plus lourdes, hein. Donc faut vraiment peser le pour et le contre parce que il y a le coût financier et puis il y a aussi l'effort de trésorerie à partir du 13e mois, quoi. Et ça, vraiment, alors beaucoup de clients disent bon, moi je prends 60 mois et 12 mois de franchise, et finalement, en leur faisant les deux simulations, alors on dit voilà, le coût financier, ça vous coûte plus cher avec les 12 mois de franchise, et finalement l'effort de trésorerie au bout du 13e mois sera plus fort. Et ben finalement, il s'avère que finalement, mais ça prend du temps parce que faut que le conseiller vous écoute, vous échange, vous fasse la simulation et puis on échange. Et donc effectivement, prenez le temps de voir, demandez à vos homologues de faire les deux simulations. Après une entreprise, alors si le dirigeant souhaite 60 mois, dont il n'y a pas de souci, on le met en place, il n'y a pas de problème. Voilà. Après, je vous invite aussi, la question aussi, vous
pouvez aussi très bien aussi prendre une assurance aussi, ça peut être un sujet aussi, parce que l'assurance, là on partait sur 12 mois de franchise, donc voilà, dans 12 mois. Après, si vous prenez sur 60 mois, vous pouvez très bien prendre une assurance. Bah oui, effectivement, Voilà. mais c'est un prêt, c'est La un prêt. c'est to be être. C'est un prêt, donc ça peut être couvert au niveau aussi bien pour les actionnaires ou la famille du dirigeant. Donc c'est quand même un vrai sujet, quoi. D'autres questions? Non, a priori, le PGE, dans quelle catégorie? Je t'entends pas très bien. Je vais lire plutôt. Donc Frédéric pose la question, le PGE rentre dans quelle catégorie? Prêt à long terme? Point d'interrogation. Alors, la plupart, pour le PGE, le PGE phase 1, c'est-à-dire les 12 mois de franchise, c'était considéré, contractuellement parlant, c'était 12 mois. Donc 12 mois, c'était considéré comme un prêt court terme. Et même au niveau de la Banque de France, la plupart des banques le déclaraient, alors je vais faire un peu de technique bancaire, mais sur le FIBEN, le fichier de centralisation de la Banque de France, que chaque banque déclare à la fin de mois leurs encours, on le déclarait dans haut de crédit court terme. À partir du moment que vous allez le rééchelonner, ça va être un prêt moyen long terme. Donc finalement, dans le bilan, il va passer sur le haut de bilan, c'est-à-dire où il y a les prêts classiques au niveau du fonds de roulement, quoi. Donc voilà, c'est plus du court terme, ça remonte en prêt moyen long terme parce que vous l'amortirez sur 60 mois, 48 mois, etc., etc. Alors certains, on a vu pour les entreprises qui finalement clôturaient leur bilan sur des années décalées, c'est-à-dire 31 août, 30 septembre, etc., dont les bilans sont déjà sortis 2020. Certains experts comptables déclarent le PGE 2000, phase 1 2020 en moyen et long terme parce qu'il part du principe que finalement le dirigeant va prendre la décision de l'amortir. Voilà. Donc, voilà. Mais ça, c'est l'expert comptable qui le décide. Voilà. Sachant que, et c'est peut-être pas faux parce que c'est à la main du dirigeant d'entreprise. Plus de questions? Merci beaucoup. Alors, Merde. Merci beaucoup si personne n'a de questions. Non, toujours pas. Vous m'entendez là? Si, c'est bon. J'ai fait un échange de casque. Écoutez, merci beaucoup en tout cas David, merci Luc. Si certains d'entre vous ont des questions ou veulent avoir des infos supplémentaires, n'hésitez pas à soit vous donner vos adresses mail, soit les uns les autres, vous nous passez un petit mail et puis Anis ou moi, on vous envoie les adresses de Luc ou David. Et puis, je crois que ça a éclairé pas mal de monde, nous y compris. Et ça va permettre de mettre en place, éviter des bêtises, je pense, parce que je crois que les uns les autres, il y a des infos qu'on n'avait pas. Donc, à bientôt. Avec plaisir. À tous. Et bonne journée, prenez soin de vous. Merci beaucoup, merci encore. Bonne journée à tous. Bonne journée tout le monde, au revoir. Salut. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci David, parce que ça a plu Luc, ça a permis de... Je pense que c'était utile et que tout le monde est ravi d'avoir eu cet éclairage. On peut couper l'enregistrement. C'est Anis et moi. Et puis si on a des questions qui reviennent.